Ce soir, on va vous parler de Symfony 2, donc avec Simon, ici présent, sur lequel on a pu travailler durant ces 2 dernières années. Donc c'est un framework PHP et donc on va le découvrir un peu plus en détail maintenant. Besoin. Voilà. Ok. Donc pour le plan, on va commencer, je vais commencer à vous présenter Symfony assez brièvement. Qui se cache derrière notamment, qu'est-ce qu'on trouve d'autre en PHP, notamment comme autre framework, surtout pourquoi Symfony, qui aujourd'hui est le framework PHP à ne pas manquer, et enfin qui l'utilise. Et dans une deuxième partie, Sylvain vous présentera un peu plus en détail la partie technique avec des petites démos. Donc on va commencer par un petit sondage, juste en levant la main vite fait pour voir un peu qui vous êtes. Qui parmi vous fait du web régulièrement, on va dire? D'accord. Je m'en doutais. Qui utilise un framework? J'ai un petit peu moins en PHP. Java peut-être? D'accord, je pensais qu'il y aurait plus de monde en Java. Et Django, Rails, non. Qui a déjà entendu parler de Symfony? Pas mal. Qui a déjà essayé? Ok. Et qui pratique régulièrement? Il y en a quelques-uns. D'accord, donc bon, voilà, c'était au cas où tout le monde aurait levé la main pour du Java, mais je crois que c'est pas trop le cas, donc ça va. Alors c'est peut-être pas très représentatif, c'est un sondage qui a été fait sur le site développé.com qui posait la question sur les langages préférés pour le web en 2013. Et Java augmente depuis des années, PHP baisse. Aujourd'hui, c'est encore PHP qui représente un tiers de la création web. Voilà. Donc ça reste quand même le langage le plus utilisé pour le web. Donc en un mot, en une phrase plutôt, Symfony, qu'est-ce que c'est? C'est un framework de développement web en PHP. Donc je vais passer très rapidement sur la partie framework. Ça sert à améliorer la productivité des développeurs. Donc il y a énormément de fonctionnalités prédisponibles en général, et surtout l'existence d'une communauté qui permet d'avoir accès à des tutos, des cours notamment. Très important, permettre le travail en équipe. Donc imposer des patterns type MVC la plupart du temps, mais pas seulement. Encourager les bonnes pratiques, de ne pas réinventer la roue, de ne pas répéter des bouts de code. Donc je passe rapidement, garantir la maintenance, la sécurité, l'évolutivité de l'application. Donc c'est vraiment dans un but de se concentrer sur l'applicatif et pas sur les tâches qui vont être dévouées faites par le framework. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que la courbe d'apprentissage d'un framework est souvent élevée. Et c'est ça qui se fait se poser la question de savoir si dans un projet particulier, on va passer par un framework, et si oui, lequel, en fonction de la complexité notamment. Donc c'est souvent là-dessus que se posent les questions notamment avant qu'une boîte se lance dans un projet web. Donc voilà, en fonction des contraintes, une rapide conclusion qu'on peut donner, c'est vraiment sur les moyens et les gros projets, il faut absolument se lancer sur un framework. Notamment pour le travail à plusieurs. À partir du moment où il y a plusieurs développeurs qui vont travailler sur un même projet, ça paraît indispensable de partir sur un framework, rien que pour structurer bien l'application et que tout le monde parte dans le même sens et avec le même langage. Sinon, bon, pour les petits sites, je conseillerais plus de partir sur des CMS qui sont quand même plus rapides à mettre en œuvre. Et notamment, il y a des boutiques web, des sites entiers qui se font sur WordPress ou Drupal aujourd'hui, qui ont des modules assez complets, même dans du e-commerce.
Mais pour tout ce qui est vraiment plus gros projet, plus personnalisé, c'est les frameworks web qu'il faut privilégier. Le PHP, bon, rapidement, c'est un langage de script interprété côté serveur. Souvent, c'est un serveur Apache, c'est le plus connu, qu'on va installer sur la machine. Malgré qu'ils soient interprétés, il peut être plus ou moins performant, notamment avec des systèmes de cache qui sont de plus en plus complexes et complets, notamment les derniers caches HTTP, de type Warnish par exemple, qui eux vont cacher directement avant même la requête. Toutes les pages statiques et tout ça vont être mises en cache. C'est un langage peu typé et très souple, ce qui fait qu'il est très facile à apprendre. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est pas pour le dévaloriser, c'est pour montrer que pourquoi PHP est si utilisé aujourd'hui. C'est que c'est la porte d'entrée en fait. Quand on commence à développer, on part souvent sur du développement web. Et le PHP est effectivement un langage assez souple et simple à apprendre, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une grosse communauté de développeurs PHP. Il hérite du C, donc on retrouve toutes les fonctions du C et d'innombrables d'autres fonctions très utiles, souvent dédiées au web. Il est gratuit, libre, simple d'installation, multiplateforme. Donc il a été inventé par Rasmus Lergarf, qui est né au Groenland. Donc c'est en 1994. Donc il a fait ça pour son site web perso sur lequel il voulait publier son CV. Donc à l'époque, il s'est dit qu'il allait réinventer un langage, parce qu'à l'époque rien n'existait trop, il y avait le HTML. En 1995, il le publie. Et dès le début, ça a eu beaucoup de succès. Il a été vite dépassé. Et en 1998, deux étudiants canadiens, je crois, ont repris le projet et sont rentrés dans le projet pour l'aider. En 2000, PHP 4 était lancé. Donc les deux étudiants en question ont réécrit complètement le cœur du langage, qui va s'appeler Zen Engine. Alors Zen, c'est la dénomination, enfin c'est les deux premières lettres et les deux dernières des prénoms de chacun des deux étudiants. Enfin bon, c'est une contraction de leur nom. En 2004, ils ont sorti PHP 5, parce que le web était en pleine expansion à cette époque-là, justement, et il manquait clairement, par rapport aux autres langages, la partie objet. Donc ils ont tout réécrit pour activer la modélisation objet dans le langage PHP. Et jusqu'en 2006, il y a eu plusieurs versions qui se sont succédées. Et là, ils se sont dit, enfin même avant, dès 2005, ils se sont dit qu'ils allaient lancer PHP 6. Donc c'était l'objectif. Et donc du coup, la principale avancée de PHP 6 devait être l'Unicode. Donc il devait y avoir pas mal d'autres avancées, mais principalement la gestion Unicode. Alors c'est quelque chose qui paraît simple et pas forcément utile comme ça. Et en fait, leur problème a été la rétrocompatibilité avec les anciennes versions. C'est-à-dire que toutes les fonctions qui avaient été écrites jusqu'à maintenant en PHP 5 ou 4 n'étaient plus du tout compatibles avec la version 6, juste à cause d'une question de codage de caractères. Donc, ne voyant pas le bout du tunnel arriver, ils se sont dit, notamment Rasmus Lergarf, qui a décidé d'arrêter le développement de PHP 6 en 2010. Et à ce moment-là, tout le monde a cru que c'était la fin de PHP. Et en fait, ils sont partis sur un nouveau cycle de développement qui leur a permis de sortir de manière moins espacée des nouveautés qui sont notamment assez importantes, comme les namespaces, les annotations, qui fait qu'aujourd'hui, PHP 5.3, qui est la version la plus utilisée, est vraiment un langage qui n'a rien à envier aux autres.
Et donc depuis cette réorganisation des sorties, ça va assez vite. Il y en a une en 2012, la 5.4, une cette année qui est sortie cet été, là, la 5. Et donc le PHP est un langage qui évolue assez rapidement et qui est loin d'être mort. Voilà, donc c'était juste pour la perspective vis-à-vis de PHP. Qui se cache derrière Symfony? Donc il faut savoir que c'est une agence web française. Donc ce qui est important à remarquer, c'est que c'est une boîte privée qui est derrière le framework. Donc bien que le framework soit libre, comme on le verra un peu plus tard, derrière il y a vraiment une société privée qui existe et qui fait des bénéfices. Donc c'est quelque chose qui est robuste. Donc ça a été créé en 1998 par Fabien Potentier, qui aujourd'hui encore reste le développeur principal du framework. Ils ont développé donc en interne, dès les années 2000, leur propre framework, qu'ils ont libéré et publié en 2005, en lançant Symfony 1, qui dès l'origine a été open source. Donc jusqu'en 2010, il y a eu une succession de versions et ça s'est terminé par la version 1.4. Et donc dès 2008, l'idée était de suivre les évolutions de PHP, notamment quand PHP devait tendre vers PHP 6, avec toutes les nouvelles fonctions. Symfony a commencé à refaire un nouveau framework qui n'était plus du tout compatible avec l'ancien, mais qui intégrait toutes les nouveautés de PHP. Et donc en 2010, quand PHP 5.3 est sorti avec les nouvelles nouveautés, on va dire, Symfony 2 s'est concrétisé et est sorti en version stable à l'été 2011. Et donc jusqu'à aujourd'hui, la 2.3 qui est sortie cet été. La petite feuille de route de Symfony, juste pour vous faire remarquer que, alors donc en jaune c'est les phases de développement, en bleu ça va être les phases de stabilisation, et en vert c'est la maintenance d'une version. Donc on voit par exemple aujourd'hui qu'on est en Symfony 2.3, c'est une LTS, c'est-à-dire qu'en fait elle va être maintenue pendant 3 ans, et donc en gros tous les 6 mois ils sortent une nouvelle version qui intègre les nouveautés, qui est toujours rétro-compatible avec les anciennes versions. Et donc tous les 3 ans, tous les 2 ans, ils vont sortir une LTS qui durera 3 ans. Donc on verra que ça a son importance, ce cycle de sortie pour tout ce qui est application professionnelle, à savoir des versions qui sont maintenues un certain temps, tout en sachant qu'il y a toujours une évolutivité derrière. Donc quand je vous parlais des différents frameworks, ce qu'est un framework, c'est ce que devrait être un framework. Tous les frameworks ne donnent pas le meilleur des possibilités théoriques, mais on va voir que Symfony dispose de pas mal d'atouts. Qu'est-ce qu'on va voir en PHP à part Symfony? Donc effectivement au début, donc au tout début du web, et même quand on commence maintenant, en général on n'utilise pas directement un framework à cause de la courbe d'apprentissage qu'on a eu. Et on fait ça un peu à la main, donc c'est pour ça que souvent PHP a une mauvaise réputation. C'est un peu le langage de la bidouille, alors qu'en fait, si on utilise des frameworks, ça va tout de suite mieux. Donc PHP, c'est l'un des plus simples, on va dire, celui qui est utilisé pour vraiment les petits projets, pour commencer l'utilisation, l'apprentissage d'un framework. Donc il est très simple, très limité, mais bon, c'est quand même un framework qui donne quelques bonnes pistes de développement. Le code limiter, qui lui dispose quand même de l'essentiel des fonctionnalités que beaucoup utilisent, que de plus en plus de gens utilisent. Il y en a dans la salle qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé, ouais. Et le plus connu en PHP, c'est le Zen Framework, qui lui est très complet, mais effectivement il a une réputation d'être très complexe. C'est plus vu comme une grosse bibliothèque, et il dispose d'une énorme communauté.
Donc ça a toujours été le concurrent, on va dire, de Symfony. Ils ont d'ailleurs sorti une version 2 l'année dernière, je crois, ou même il y a 2 ans. Ils ont essayé de sortir une version 2 justement basée sur PHP 5.3 pour essayer de suivre les évolutions du langage. On va voir pourquoi Symfony. Donc il faut savoir que Symfony n'est pas seulement un framework, c'est quand même beaucoup plus que ça. Et sa particularité, c'est d'être vraiment entièrement modulaire. Alors il faut savoir que de plus en plus d'autres frameworks s'orientent sur ce concept-là de modularité, avec plus ou moins de succès. Zen Framework, d'ailleurs, a eu beaucoup de mal à sortir sa nouvelle version. Ils ont une telle grosse communauté qu'ils ont vraiment eu du mal à évoluer. Donc rapidement, Symfony utilise des composants système natifs de base du web. C'est vraiment les briques qui sont utiles à tout ce qui est natif pour le web, qui peuvent être utilisées de manière totalement indépendante. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser sur un projet juste la partie routing de Symfony comme une bibliothèque indépendante, sans utiliser le reste. Donc on n'est pas obligé d'utiliser le framework dans son intégralité pour avoir accès à certaines fonctionnalités vraiment intéressantes. Et à l'intérieur de bundle, d'un projet, on verra qu'il y a des bundles par fonctionnalité. Donc ça, Simon nous détaillera ça un peu plus précisément tout à l'heure. Ce qui est important, c'est l'indépendance. L'indépendance de ces modules, et donc le fait de pouvoir les partager entre développeurs au niveau de la communauté. Donc il y a des modules qui sont totalement libre accès, des bundles que développent certaines boîtes même qui les donnent en accès libre. Alors on trouve de tout, hein, des blogs déjà tout faits, des CMS, tout un tas de fonctionnalités très intéressantes. Et à l'intérieur même d'une agence web, par exemple, ou d'une SS2I, on peut imaginer créer ses propres bundles et les réutiliser dans tous ces projets. Donc c'est des choses assez importantes et assez intéressantes sur l'évolutivité du développement web. Aujourd'hui, c'est Symfony est l'un des frameworks les plus flexibles et les plus puissants. En termes de performance, notamment par rapport aux Zen Framework, il est quand même beaucoup plus réactif. Il est très stable. On a vu tout à l'heure les versions LTS, mais malgré ça, il y a quand même des évolutions constantes et la feuille de route est déjà bien chargée. Et donc ça a conduit vraiment à une grande réputation professionnelle dans le monde pro. La stabilité et l'évolutivité d'un framework est quelque chose de très important. Des grosses boîtes ne veulent pas tout baser sur un framework qui pourrait disparaître dans les 2 ans, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et derrière Symfony, notamment depuis la version 2, une grosse communauté s'est créée, et notamment française. Donc ça peut être aussi un plus pour certains. Et puis ouais, enfin il est distribué en open source. Donc c'est pas du tout un langage fermé. Et donc qui utilise Symfony? Beaucoup de monde, notamment Drupal et ePublish, EZPublish, qui sont des CMS qui vont entièrement passer sous Symfony. Voilà. Et donc je vais passer la... C'est quoi une porte? Bah je sais pas, c'est Simon qui a fait la dépôt. Donc... Et je crois que c'est un des sites du top 5 d'Alexa Rank. Juste pour donner une idée du volume de visites qu'il peut y avoir dessus. Pour refaire la seule animation du slide. Voilà. Donc dans cette deuxième partie, en fait, ce qu'on va voir, c'est essayer de commencer un petit peu avec Symfony, à travers un certain nombre de petites démos. Et donc
le commencement, donc le téléchargement et l'installation de la bibliothèque. On verra comment se structure le projet, puis on générera, enfin on va créer nos premières pages web, et j'espère qu'on aura le temps de tous les voir, quelques-uns des composants du framework. Alors, donc au début, pour créer un projet Symfony 2, on peut le créer de plusieurs manières. On peut cloner les sources de Symfony sur GitHub, on peut télécharger une archive. On peut aussi utiliser un petit outil que je vous recommande fortement d'utiliser qui s'appelle Composer, qui se présente sous la forme d'un fichier .phar. Donc un fichier .phar, donc du PHP précompilé. Donc ça ne sert à rien d'essayer de regarder ce qu'il y a dans ce fichier Composer là, c'est complètement illisible. Et l'utilité de ce Composer, c'est donc de créer, je vais dire de créer la symphonie, donc de créer le projet Symfony. Il va gérer toutes les bibliothèques qui constituent le framework, les éventuelles dépendances, l'installation de bibliothèques tierces, et quelque chose qui est super bien fait avec Composer, c'est la mise à jour du code source même de Symfony, qui se fait très facilement. Donc avec ces deux petites commandes là, on va créer un projet Symfony. Donc à la limite, on peut même les faire en direct. Donc la première commande va nous permettre d'aller récupérer, j'espère qu'Internet fonctionne, va nous permettre d'aller récupérer Composer. Voilà. C'est très rapide normalement, ça marche. Je crée mon répertoire dans lequel je vais créer mon projet. Voilà, je vais dedans, et ma deuxième petite commande, elle va installer Symfony. Alors pour ceux qui avaient déjà essayé d'installer Symfony 1, vous remarquerez certainement une différence. Oui, effectivement. Slash, tout à fait. C'est que c'est extrêmement facile. Une fois que cette commande-là va être terminée, je vais avoir mon projet Symfony déjà installé. Alors je ne sais pas trop tricher, la seule chose que j'ai installée avant de venir, c'est un serveur Apache. C'est tout ce qui est installé. Donc là, comme c'est assez long, à la limite, on va pouvoir continuer. Il y a 40 mégas à télécharger et à installer, donc c'est à la suite, mais ça va pas, ça va pas durer. Voilà, donc un projet Symfony, quelques petits mots de vocabulaire avant de rentrer un peu dans le détail. Les bundles qu'a évoqué tout à l'heure Eric. Un bundle, ça va être un package dans lequel on va mettre notamment le code qu'on va écrire. Mais on ne va pas le mettre n'importe comment. On va essayer de le mettre, de bien ranger tout ça. Donc dans notre bundle, en fait, on va, en respectant les conventions de nommage de Symfony, retrouver nos contrôleurs, nos vues, donc nos pages web, nos fichiers de modèle, etc. J'ai noté ici également des tests unitaires et fonctionnels, si jamais il y en a qui sont intéressés par en faire. Symfony également vient avec des environnements. Alors un environnement, les trois qui sont de base dans Symfony s'appellent prod, dev et test. Donc on voit à peu près à quoi ça sert. Ça nous servir notamment, ça nous permet d'avoir des configurations différentes si on est en prod, en dev. Je pense par exemple à l'envoi de mail. Quand on est en train de créer notre appli, c'est quand même intéressant que les mails ne soient pas envoyés vraiment. Hein. Par contre, en dev, en prod, là c'est pertinent. Toutes les informations de débugage aussi, ça peut être intéressant de ne pas les afficher en prod. Le format IML, alors comme c'est pas forcément un format très connu, je l'ai noté ici, c'est le format que Symfony utilise pour tous ses fichiers de configuration. C'est un format assez simple, sous la forme de clé-valeur. Donc, voilà, rien de plus là-dessus. Les namespaces.
Eric le disait tout à l'heure, PHP 5.3 vient avec un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, notamment les namespaces. Et PHP a aussi des normes de codage. Et celle qui nous intéresse ici s'appelle PSR0, qui veut par exemple qu'un contrôleur qui fait appel à ce qui est déclaré dans cet espace de nom-là soit présent dans le dossier Acme Demo Bundle contrôleur. C'est ce qui va permettre à Symfony de retrouver ces classes. J'ai également noté ici, donné un lien vers les best practices de Symfony. Il est intéressant d'aller regarder un peu au début avant de vraiment commencer à plonger dedans pour voir un petit peu comment il faut faire. Voilà, donc là je pense que notre téléchargement est terminé. Il nous demande un petit peu de configuration à la fin, alors ça ne va pas être très compliqué. Il demande le driver utilisé pour les interactions avec la base de données. Ça ne marchera pas. Le nom de la base de données que je vais utiliser. L'utilisateur. Ça. Le mot de passe, alors là, il ne faut pas regarder. Ouais. Oups. Symfony, voilà. Et tout ça à la limite. Voilà, donc là notre framework Symfony est installé. Et on peut même, je pense, aller regarder. Voilà, donc ça c'est la première page qu'on récupère quand on vient tout juste d'installer notre framework. Et on a notamment des petites démos, un super Hello World qui est déjà codé, qui nous permet aussi de regarder un petit peu comment avoir du code déjà au début pour commencer un petit peu à voir comment Symfony fonctionne. Juste là. Voilà, alors nous on va essayer de faire un petit peu plus qu'un Hello World. Alors ce que j'ai essayé de dessiner là, c'est une modélisation d'un pseudo-blog. La modélisation est tout à fait discutable, c'était pas le sujet. Les seules choses que je voulais utiliser, c'était donc une base de données qui va contenir des relations many-to-many et one-to-many, pour voir comment Symfony les gère. Alors une relation many-to-many, c'est par exemple un article qui va pouvoir traiter de plusieurs sujets, et qui va avoir plusieurs tags, et un tag va pouvoir être associé à plusieurs articles. Et une relation one-to-many qui définit qu'un auteur qu'un auteur peut avoir écrit plusieurs articles. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est à partir de cette base de données qui est déjà installée, enfin pour éviter de perdre du temps, elle est déjà installée. Donc c'est partir de là et créer nos premières petites pages web. Et tout ça, on va faire ça en 4 commandes. 4 commandes. 4 étapes. Première étape, c'est on va extraire les informations de la structure de notre base de données et apprendre en Symfony comment utiliser notre base de données. Donc ce qu'on va extraire, c'est la structure des tables, les attributs, leurs types, etc. Et les éventuelles relations qui peuvent exister entre ces tables. Et à partir de là, on va créer des métadonnées qu'on n'ira pas regarder comment elles sont faites. C'est juste pour apprendre en Symfony au début à utiliser notre base de données. Donc la petite commande qu'elle a, je la taperai à l'étape d'après pour perdre plus de temps. Et donc ensuite, dans une deuxième étape, on va créer des entités. Alors une entité dans Symfony, c'est une notion assez importante. Une entité, c'est quoi? C'est une classe PHP qui ressemble étrangement à la table de notre base de données.
Donc c'est une classe généralement qui hérite de rien, qui est toute seule dans son coin, si ce n'est éventuellement d'autres entités. Une classe qui va contenir des propriétés qui reprennent les mêmes noms que les attributs de notre table. On va y retrouver dans cette entité aussi des accesseurs, parce que les propriétés sont privées et on a des accesseurs donc, pour accéder à ces propriétés. Et en plus de ça, l'entité c'est également du mapping. Le mapping c'est ce qui est affiché ici, là, par exemple, sous la forme d'une annotation, et qui va dire à Symfony que notre propriété titre, en base de données, elle s'appelle également titre, hein, ce titre-là, et également enfin, un certain nombre d'informations. Donc on va créer vraiment nos entités. Alors ça c'est la première commande dont je parlais tout à l'heure, qui va créer les métadonnées pour Symfony, on n'ira pas regarder. Et la deuxième qui va créer les entités qui, elles, nous intéressent un peu plus. Donc voilà, après cette commande, PHP nous dit qu'il a créé donc 3 entités pour les 4 tables. On va voir où est celle qui manque. Donc on va regarder les entités que Symfony nous a générées. Alors, on va les regarder là-dedans, c'est plus pratique. Je ne l'ai pas ouvert avant, désolé. Surtout qu'il a planté. Allez, voilà, si, il a réussi quand même. On va faire ça. Un peu long. Je vais pas fermer mes autres projets. C'est pour ça que c'est un peu long. Vous voyez là à peu près au fond? Allez, voilà, sois un peu coopératif s'il te plaît. Donc là on va regarder l'entité qui correspond à la table article qu'on avait en base de données. On a donc effectivement toute une série de propriétés. Les accessoires on ne les a pas encore, ils vont venir juste après. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on a par contre le mapping. Alors ça du coup c'est intéressant de le faire écrire par Symfony parce que au début quand on ne connaît absolument pas Symfony 2, qu'il faut se taper toute la doc de doctrine pour essayer de comprendre comment on écrit et on déclare correctement notre mapping, c'est pas forcément très simple. Donc c'est utile du coup d'utiliser un petit peu de génération de code pour demander à Symfony qui lui sait très bien utiliser ces annotations-là, de les faire pour nous. Donc une qui peut être intéressante à regarder, par exemple, c'est celle qui va déclarer la relation one-to-many entre les articles et les auteurs. On voit par exemple ici qu'on a une relation many-to-one, enfin dans l'autre sens, qui lie la table article avec la table auteur et qui utilise pour faire les requêtes de jointure l'attribut ID auteur de la table article et l'attribut ID de la table auteur. C'est peut-être un peu violent annoncé comme ça. Mais on a ici toutes les informations pour utiliser nos tables liées. Troisième étape, on va générer les accessoires. Ça, à la limite, on peut le faire tout de suite. Générer les accessoires. Allez, c'est toi. Non, ici. Voilà, et on va pouvoir voir ici qu'on a tout un tas d'accessoires qui sont générés. Alors c'est un tout petit peu plus riche que la fonction de génération des accessoires que
n'importe quel IDE correctement fait peut proposer. Ce qui ne va pas uniquement proposer des get et des set, également quelques petites fonctions ici qui s'appellent add tag ou remove tag. C'est un tout petit peu plus évolué. Et on va terminer donc cette troisième étape par deux petites commandes qui sont facultatives, enfin, recommandées quand même. Donc pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est extraire des informations de la base de données. On a généré du code PHP. Et cette petite commande, la première, va nous permettre de vérifier que ce qu'on a appris à Symfony, la structure qu'on lui a apprise, correspond vraiment à la base de données. On va essayer de faire en fait le chemin inverse, partir de nos entités Symfony et voir si elles collent bien avec la structure de la base de données. Donc là, en principe, il devrait me dire que tout va bien. On va vérifier ça. Voilà, là, il a écrit Nothing to update. Et la deuxième petite commande qui était juste en dessous va permettre, en fait, si jamais là, lui, il a détecté des différences de structure, il va nous les afficher sous la forme de requêtes SQL qu'on peut directement exécuter en base de données. Et la deuxième petite commande, qui consiste à remplacer juste une petite option, va, elle, modifier la base de données. Alors celle-là, il faut y faire gaffe si jamais on est en prod, hein, parce qu'elle va exécuter des requêtes SQL. Voilà. Et dernière petite étape, parce que pour l'instant on n'a que du PHP, que des fichiers de modèle en fait. Nos entités correspondent à notre modèle. Et on va créer, maintenant ce qui nous intéresse pour faire du web, c'est des pages web. Alors un moyen simple au début pour faire un petit peu, pour jouer un petit peu avec Symfony, c'est de créer des modules CRUD. CRUD pour create, read, update, delete. Et ce que Symfony va générer avec ces modules CRUD, c'est trois choses. Il va générer des vues, donc des pages web, des contrôleurs et des formulaires. Et tout ça avec la petite commande. Voilà, alors il me demande un petit peu de configuration à faire en plus. Donc là, je crée mon module CRUD uniquement pour ma table article. J'ai pas besoin du reste. Voilà. Et donc avec cette petite commande, ce que j'ai généré, un exemple, je peux accéder directement ici à un contrôleur qui s'appelle article contrôleur et qui va gérer toutes les actions que les modules CRUD peuvent effectuer sur un article. Donc là, tout de suite, ce qu'on peut faire avec ça, c'est avoir des pages web avec des formulaires pour aller enregistrer des choses en base de données. On va aller la regarder. J'ai juste besoin de déclarer une petite route. Et ça va marcher. Et ça va marcher. Ma route, je déclare. Ici, là. Et maintenant, j'ai accès. Normalement, la base était vide. C'était un essai d'hier soir. Donc là, j'ai une petite page web. Ok, elle est super moche. Hein, mais celle-là va nous lister, va nous afficher le contenu de ma table article en base de données. Je peux effectuer, en plus donc exécuter un certain nombre d'actions. Je peux créer un nouvel article. Je peux afficher l'article en détail, celui que j'ai ici, et je peux le modifier. Donc là voilà, je peux créer mon article. Je peux en ajouter un nouveau. Non, je ne peux pas. Ok, oui, c'est vrai, j'ai une petite...
Modification. Je souhaitais rajouter en plus dans... Ici, une petite fonction, je crois que c'était ça qui lui posait problème. Hop. Return. Get. On va afficher le prénom de l'auteur. Et dans les tailles, pour être sûr qu'il ne m'embête plus. On va afficher le voilà. Là, oups. S'il est gentil. Voilà. Donc là, il m'affiche un petit formulaire pour créer un nouvel article. Et je peux effectivement créer, à la limite, c'est pas très important ce qu'on met dedans. J'ai créé un nouvel article, voilà. Maintenant j'en ai. Donc avec les 4 petites commandes que j'ai tapées, j'ai des pages web très basiques. J'ai surtout du code que je peux commencer à regarder un peu comment il est fait, le modifier un petit peu pour jouer un petit peu avec Symfony. Où est-ce qu'elle est ma présentation? Il recharge tout. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos premières pages web de créer, on va regarder quelques composants du framework. On va commencer donc par tout ce que Symfony met à la disposition du développeur pour aider au débugage. Je vais vous montrer rapidement la barre de debug, puis les exceptions, on en a déjà vu une tout à l'heure, mais on y reviendra. Alors, la barre de debug, elle est donc affichée en bas de toutes les pages web que Symfony affiche. Uniquement en dev, dans l'environnement de développement. En prod, on essaye de la masquer. Alors, 2 petites choses intéressantes qui sont à noter dans cette barre de debug, c'est la timeline complète de tout ce que Symfony a fait derrière mon dos pour afficher la page web. Alors, ça peut être un peu assommant de tout se prendre comme ça, mais on a des petites informations intéressantes. On voit ici, par exemple, qu'il a fait une requête en base de données. Pendant l'exécution de mon contrôleur, il a fait une requête en base de données. Et on a ici ce qui concerne le rendu de ma page web. Et tout le reste, c'est de la tambouille interne. Donc voilà, une petite chose intéressante. On peut afficher également les informations qu'on a sur les requêtes qui ont été effectuées en base de données. Pour afficher tous les articles de ma base, j'ai fait une seule requête, hein, c'est avec étoile from article, grosso modo. Je peux même lui demander un explain. Bon, pour celle-là, à la limite, c'est pas très intéressant. Et on a également donc, tout plein d'informations uniquement sur l'affichage de cette page-là. Donc voilà pour la barre de debug. Et pour les exceptions, il suffit de lui rentrer une route bizarrely. Voilà. Donc une exception, au lieu d'avoir un gros fatal error avec un message compréhensible, on a quelque chose d'un tout petit peu plus mis en page, on va dire. On a ici le message de l'exception, le code de retour de HTTP, et toute la stack trace, et puis tout le log. Et même la stack trace sans... Voilà. C'est un tout petit peu plus joli qu'un gros fatal error qu'on ne comprend pas tout. Voilà, on va maintenant parler de Twig. Alors Twig, c'est toujours un composant de Symfony, complètement indépendant du framework, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour un autre projet aussi. Et son travail à Twig, lui, c'est il va gérer le rendu des pages web.
C'est-à-dire qu'une page web, grosso modo, c'est quoi? C'est une suite de balises HTML dans lequel on met un petit peu de PHP pour rendre les pages un petit peu dynamiques. Et avec Twig, première chose qui peut être frappante avec Twig, c'est que la balise PHP, on n'y a plus droit. Donc dans nos vues, on ne peut plus utiliser de balise PHP, notamment pour faire des choses un peu sales qu'on peut faire. On peut mettre des classes entières dans des vues, au milieu de balises HTML, on peut mettre des fonctions, voilà. Donc on interdit la balise PHP et tout ce qu'on peut faire de crade disparaît en même temps. C'est assez radical. Mais bon, par contre, on a quand même besoin d'avoir des pages web dynamiques. Si c'est pour faire du web statique, voilà, c'est pas grand-chose. Donc, Twig vient avec une petite syntaxe qui est simple, qui est très efficace et minimaliste. Grosso modo, on a des structures conditionnelles, des boucles, des déclarations de variables, c'est à peu près tout. Et sur le rendu de nos variables, on peut appliquer un certain nombre de filtres. Alors, un filtre, c'est par exemple le formatage d'une date, la mise en majuscule d'un mot, voilà, c'est grosso modo un filtre. Et donc, Twig vient avec, pareil, un certain nombre de filtres qu'on peut utiliser tout de suite, mais c'est pareil, il n'en a pas beaucoup. Donc, au final, ça oblige, côté contrôleur, c'est-à-dire quand on prépare les données qui vont être envoyées à la vue, à faire en sorte que ces données soient déjà préparées. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de traitement supplémentaire à faire sur les données dans la vue. Twig est aussi extensible, c'est-à-dire par exemple qu'on peut créer nos propres filtres. Un exemple de filtre qu'on peut créer, c'est voilà, j'ai une URL que je veux afficher, mais au lieu d'afficher l'URL entière, j'affiche uniquement le nom de domaine de mon URL. Un exemple de filtre qui, lui, n'est pas disponible de base, mais qu'on peut créer. Héritage des templates. Alors oui, ça peut être un peu surprenant quand on écrit de l'HTML, de dire on va faire de l'héritage. En fait, dans Twig, alors ça, à la limite, je peux vous le montrer, ça sera plus simple. Donc on va afficher la page qui nous liste tous nos articles. Alors ça... Non, c'est pas... Alors, donc voilà une page HTML, donc avec un petit peu de syntaxe Twig. Ici, on voit une boucle, on voit des variables, etc. Et notre code HTML va être écrit dans des blocs. Oups, je m'en perds. Donc on va écrire tout ça dans des blocs. Vous remarquerez du coup que sur cette page web, il n'y a pas, on n'a pas de head, on n'a pas tout ce qui est... on n'a pas de head, on n'a pas de... Voilà. Et tout ça c'est mis ailleurs. Voilà, dans un fichier de base, ici, j'ai des choses bizarres. J'ai le template de base de mes pages web, c'est-à-dire que toutes mes pages web vont implémenter ce template-là et vont surcharger les blocs ici qui sont définis. Donc mon bloc body va contenir tout ça. Comme on parle. Donc un composant indépendant de Symfony, ça je dis, et un lien vers la doc de Twig qui est assez bien faite, et notamment pour expliquer et lister tous les filtres auxquels on a accès. Alors celle-là, je ne sais pas, je pense que je peux la passer un petit peu. Non, ouais. On n'a pas vraiment le temps. Alors après Twig, maintenant on va parler de Doctrine, qui est aussi un composant essentiel à Symfony, et qui va gérer toutes les interactions avec la base de données. On a peut-être vu le mot passer tout à l'heure un petit peu sur les démos. Doctrine, c'est deux choses. C'est une des balles et un ORM. Alors, on a donc une couche d'abstraction de la base de données, en bon français, et un ORM qui va nous permettre
me traiter quand on est dans notre code, donc dans nos contrôleurs par exemple. On ne va interagir uniquement avec des entités, les entités que je vous présentais tout à l'heure. Quand on va aller récupérer des informations en base de données, elles vont nous être présentées sous la forme d'entités, donc d'objets PHP. Et c'est ça donc le travail de l'ORM. Donc Symfony, lui, peut travailler avec plusieurs ORM, enfin pas en même temps, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Un autre ORM qui existe, c'est Propel. Mais celui qui est défini de base, c'est Doctrine, parce que la première chose que l'équipe de Symfony a faite quand ils ont commencé le développement de Symfony 2, c'est d'engager le créateur de Doctrine. Donc c'est pour ça, du coup, que Symfony 2 vient avec Doctrine. Doctrine qui, lui, sait gérer plusieurs SGBD, avec les extensions classiques, hein, MySQL, PostgreSQL, SQLite, des bases Oracle, des bases NoSQL aussi, que je n'ai pas marqué. Fonctionne avec des annotations pour décrire la structure des tables, c'est ce que je montrais tout à l'heure dans les entités. Et également, donc, vient avec un langage, alors un langage c'est peut-être un grand mot. En fait, on a, pour utiliser Doctrine, un certain nombre de fonctions, des fonctions qui vont nous permettre de créer des requêtes. On a des fonctions select, des fonctions where, des fonctions inner join, etc. pour créer des requêtes. On a aussi possibilité d'utiliser des requêtes magiques. Alors les requêtes magiques, j'en ai présenté deux ici. C'est des requêtes qui n'utilisent pas vraiment du coup, quand on les regarde comme ça, qui n'utilisent pas vraiment une syntaxe SQL assez explicite. Par exemple, on a la possibilité d'utiliser la fonction find. La fonction find, enfin c'est assez simple du coup ce qu'elle fait. Donc cette première requête ici va aller récupérer un objet en base de données dans la table article. Ça c'est l'équivalent d'un from, grosso modo. Et on va passer dans la fonction find l'identifiant de l'article qu'on veut récupérer. Première requête magique. Deuxième requête, alors celle-là c'est un peu de la magie grise, quoi, tu vois, si tu veux. Les fonctions find, celle-là par exemple, la fonction find, on peut vraiment aller voir comment elle travaille, comment elle est écrite. La fonction find one by title, celle-là elle n'existe pas. Voilà, elle n'est jamais écrite nulle part dans le framework. Et PHP et Symfony vont se débrouiller pour faire l'équivalent ici d'un select étoile from article where title égale Symfony 2. C'est pour ça que c'est un peu de la magie grise. Mais ça marche. Noir si tu veux. Donc, voilà. Et donc avec ce type de requête, on va récupérer donc des entités. On les récupère notamment pour afficher le contenu sur une page web grâce aux accesseurs qui sont dans mon entité. Alors, de deux choses l'une. Si par exemple je veux afficher tout le détail de mon article et le nom de l'auteur, de la personne qui a écrit cet article, je vous rappelle que l'auteur est dans une table séparée. Donc avec ce genre de requête ici, je vais récupérer uniquement l'article. Je ne vais pas du tout récupérer l'auteur. À ce moment-là, si je demande à Twig d'afficher le nom de l'auteur, comme il n'a pas l'information sous la main, il va faire une nouvelle requête en base de données, tout seul, sans rien nous demander, pour aller récupérer cet auteur. Mais ça revient un petit peu, pour les puristes un petit peu d'MVC, à faire des requêtes dans une vue, ce qui n'est peut-être pas génial. Et si jamais on veut optimiser un petit peu nos requêtes, on a accès à la timeline que je montrais tout à l'heure. Et ce qu'on verrait dans une timeline de ce genre-là, une timeline, c'est un petit point mauve comme ça,
pendant le rendu de notre vue. Ce qui peut nous alerter sur le fait que nos requêtes ne sont pas forcément optimisées. Oui. Très bien. Voilà. Donc, une présentation très, très rapide de doctrine. Voilà. On passe maintenant à la gestion des formulaires. Il y a tout un composant de Symfony qui est dédié à la gestion des formulaires, un composant indépendant de Symfony d'ailleurs, et qui nous permet de créer des formulaires de deux types. Soit on a des formulaires qui sont liés à une entité, c'est-à-dire que quand on va remplir le formulaire dans notre page web, et qu'on le valide, on va persister toutes les données de notre formulaire en base de données. On peut cependant créer tout à fait des formulaires qui ne sont pas liés à une entité complètement indépendante. On peut également créer des formulaires imbriqués si jamais on veut, alors c'est un petit peu compliqué, en un seul formulaire, écrire des données dans deux tables différentes. C'est-à-dire qu'on veut créer en même temps un article et un auteur, par exemple, dans le même formulaire. Donc on imbrique les deux formulaires et à la validation, les données vont aller s'écrire dans les bonnes tables. Tous les formulaires que Symfony propose, enfin crée, possèdent un token de protection CSRF contre, je crois que CSRF c'est pour le vol de requêtes, pour éviter voilà, je ne sais pas vraiment beaucoup plus, alors j'évite d'en dire. On a également la possibilité de déclarer un certain nombre de règles de validation, donc qui vont être exécutées quand on envoie le formulaire, pour vérifier, par exemple, qu'on n'essaye pas d'écrire un titre de 120 caractères dans une colonne qui peut en contenir que 60, enfin, un exemple. On a également la possibilité d'écrire nos propres champs de formulaire. Alors un exemple de champ de formulaire qu'on peut ajouter, c'est par exemple, je veux créer un champ pour écrire un mot de passe, avec une petite case à cocher en dessous, afficher le mot de passe. Donc je vais écrire ce code-là une fois, donc je vais décrire mon champ de formulaire, ma petite case à cocher. Je le mets dans une classe, tout ça, et je peux du coup, comme ça, créer mes propres champs de formulaire et réutiliser ce champ de mot de passe plusieurs fois. Dernier point, donc sur HTML5, les champs de formulaire que Symfony peut créer, Symfony peut créer des champs de formulaire avec les nouveaux types, enfin les types d'HTML5, on peut créer des champs de number, de date, de téléphone, etc. Alors une dernière chose, enfin presque dernière, c'est les services et l'injection de dépenses. Alors dans Symfony, tout ou presque est un service. D'ailleurs, je vais vous montrer. Si je lui demande d'afficher la liste, là je vous rappelle que j'ai un projet qui est vide, hein, il y a une petite moyenne dedans. Si je lui demande d'afficher la liste des services de ce projet, je vais lui demander d'afficher le nom, ça ira plus vite. Alors, il est 196. Voilà. Donc on va trouver par exemple des services pour accéder à la base de données, des services pour accéder à l'utilisateur connecté, des services pour accéder à tout ce qui est traduction, etc. Donc, personnellement, je ne les connais pas tous. Hein. Loin de là, j'en connais juste quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est assez... Il y en a un grand... Oups, non, pas trop vite. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on fait tant de services que ça? C'est quand on veut créer nos propres services. J'entends par là, je veux créer un mailer avec des fonctions perso un petit peu plus évoluées que celles qui me sont proposées. Donc je vais créer mon service.
qui est accessible n'importe où dans le framework Symfony. Donc je crée mon service mailer. Et ce service mailer va dépendre du vrai service mailer, enfin du service de base, qui est déjà écrit, avec un certain nombre de fonctions que je vais pouvoir comme ça utiliser dans mon service perso. Donc pour gérer cette dépendance de service, voilà comment ça fonctionne. Grosso modo, là j'ai un exemple d'un service, de la déclaration d'un service, donc fait dans un fichier en .yml, fichier de configuration. Mon service, je le crée dans la classe qui est affichée ici. Quand je vais appeler mon service, Symfony va instancier cette classe et va automatiquement passer en paramètre du constructeur le service, enfin notre service, qui est dans la liste à rallonge que je viens de montrer. C'est pas forcément facile à expliquer. Donc avec cette ligne d'argument ici, je spécifie un argument qui sera passé à mon constructeur. Je vais lui passer le service ici qui gère la connexion à la base de données. J'ai un autre moyen de créer cette dépendance entre mes services. C'est avec l'attribut calls qui sera utilisé uniquement quand j'ai fini d'instancier mon service à moi. Donc le constructeur est terminé. Juste après, j'appelle cette fonction-là, ici que j'ai appelé injectMailer, avec en paramètre le même mécanisme, en paramètre le nom d'un service qui sera donné en paramètre de cette fonction. Alors cette fonction-là doit exister dans cette classe, obligatoirement. Voilà. Alors, je ne sais pas si on commence du temps. 5 minutes. Alors, j'ai juste montré une petite chose. Un autre composant de Symfony qui s'appelle Ascetic, qui lui aussi, je crois, est indépendant du framework. Et qui gère, alors je peux revenir ici plutôt, et qui gère les ressources web. Les ressources web, c'est du JavaScript, des CSS, des images, plein de choses. Et l'exemple que je vais vous montrer là, qui est assez intéressant, c'est l'utilisation d'Ascetic pour faire de la minification. C'est-à-dire que quand j'écris mon code de JavaScript, je ne me pose pas de questions, je mets plein de documentation, je mets des noms de variables à rallonge, histoire que tout le monde comprenne de quoi je veux parler. Et quand je vais demander d'accéder à ce JavaScript en production, je veux que mon JavaScript soit le plus court possible, le plus condensé possible. Et une des options d'Ascetic qui gère ces ressources web permet de automatiquement déclencher la minification. Un exemple. Ce sera plus du coup, là, par contre, je vais partir sur un projet à moi parce que ce serait un peu long de faire tout ce qu'il faut pour montrer Ascetic ici. Je crois qu'il est... Comment ça faire? Voilà, ici j'ai une page l'équivalent d'une vue, enfin une vue, page web. Et à la fin de ma page web, je dis que j'utilise trois JavaScript. Et quand Ascetic va créer les balises script qui vont permettre d'utiliser vraiment ces JavaScript, il va lui appliquer à ces trois fichiers le filtre UIJS. C'est-à-dire que quand je vais rendre ma page uniquement en production, Ascetic va mettre ces trois fichiers dans le même fichier et minifier le tout. Comme ça, je fais une seule requête HTTP pour récupérer mon JavaScript et il est déjà minifié.
Par contre, quand je suis en dev, c'est quand même pratique de pouvoir faire du pas à pas et pouvoir voir mes JavaScript normal. Voilà, normal. Sans minification. Et grâce, alors là c'est un petit peu l'astuce, au petit point d'interrogation qui est là, il va me déclencher la minification uniquement en production et pas en développement. Voilà. C'est sympathique. Et puis le reste, je pense que je n'aurai pas vraiment le temps de voir dessus. Alors I18N et L17, c'est pour dire que Symfony gère de base les problématiques d'internationalisation. Voilà, I18N, c'est plus simple. Et de L17 de localisation. Il vient, enfin quand on télécharge les sources, on télécharge aussi la bibliothèque SwiftMailer pour tout ce qui est envoi de mail. Et on a également la possibilité donc d'écrire des tests unitaires et fonctionnels. Je peux peut-être montrer rapidement comment ça se présente. J'en avais un. Voilà. Tests unitaires, et là c'est des tests unitaires. Donc j'utilise ici PHP Unit pour écrire des tests. Et ici par exemple j'ai un jeu de tests et à la fin je vérifie que pour chaque entrée, donc pour chaque entrée qui est ici, je récupère la sortie que j'ai prévu de récupérer. Un exemple de test unitaire. Voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas trop bombardé d'infos. Merci de votre attention.